Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité. Ce midi, il est chanteur, compositeur, interprète et musicien. Il est l'une des grandes voix de la chanson française et a su au fil de sa longue et riche carrière imposer une esthétique et ses chansons dans une industrie qui lui a parfois joué des tours. Très jeune, il apprend le piano, prend son envol grâce à l'orgue avant de monter son premier groupe rock, puis il perce par la variété et s'engage dans un parcours plus personnel avec des rencontres marquantes qui mettront des mots sur ses compositions. Aujourd'hui, après près de 60 ans de carrière, il publie un album qu'il présente comme un point final, son ultime disque, ce qui ne veut pas dire, si j'ai bien compris, qu'il arrête la musique. Bonjour Alain Chamfort. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Alain Chamfort, cet ultime album s'appelle donc L'Impermanence. Oui. Ce que je vous propose, peut-être, c'est d'écouter un premier extrait. Avec plaisir. Alors on y va. Il en est de l'amour comme des saisons, de la lumière du jour comme des poissons. Tout ce qui peut nous paraître immuable se révèle hautement instable. C'est la cause du bonheur, de la souffrance, c'est le mal et les fleurs, l'impermanence. L'impermanence en permanence, c'est une violence en permanence, l'impermanence. Un extrait de cette chanson L'Impermanence, Alain Chamfort, qui donne son titre donc à ce 16e album. L'instabilité, le changement sans cesse, en fait l'impermanence, c'est quoi Alain Chamfort? Qu'est-ce que c'est? C'est la vie? C'est ce que vous venez de dire. Oui, exactement, c'est la vie, c'est le monde, c'est l'univers, c'est nous, c'est les sentiments, nos pensées, la matière. Tout est impermanent, tout est en évolution, en changement, en transformation. Enfin voilà. Donc, à partir du moment où on accepte un petit peu cette idée-là, elle peut venir nous secourir quand on passe un mauvais moment, quoi. Voilà, en disant ça durera pas. Ça ne durera pas, et en même temps, c'est tout l'inverse de tous les adjectifs que j'ai employés pour le qualifier. Cet ultime album, ce dernier disque, je n'ai arrêté de le marteler. En fait, qu'est-ce qui est le plus gênant avec l'idée d'un album? C'est l'objet même de l'album que vous ne voulez plus faire? C'est-à-dire que oui, enfin l'album tel qu'il est actuellement, tel qu'il était depuis ses origines, je dirais, c'est-à-dire avec 10-12 titres, qui était vraiment un moment assez attendu, quoi, avec la possibilité d'y enregistrer une cohérence de chansons qui permettait d'exprimer exactement voir ce que vous deveniez, quoi, petit à petit dans la manière d'exprimer vos chansons, ce que vous avez envie de dire, etc. Vous aviez un espace comme ça de 10-12 titres. Et donc, il existe tout le temps, bien sûr, mais je trouve que moi, par rapport à la manière dont les gens aujourd'hui ont de moins en moins de temps et dévorent un petit peu les playlists sur les plateformes, comme on dit, avec du streaming, etc. Donc, la consommation de musique n'est plus en concordance avec ce type de proposition, quoi. Voilà. Donc je me dis, je vais faire un dernier album, quitte à donner des rendez-vous, enfin après pouvoir venir sur des formats différents, parce que c'est toujours les 45 tours ou les EP ou des choses comme ça existeront toujours. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Et à partir du moment où on s'était dit que ce serait un dernier album, on a traité l'album comme étant un album, pas forcément de fin, mais enfin disons qui pouvait exprimer un certain nombre de choses comme des bilans, des manières le regard qu'on peut poser aujourd'hui sur une certaine sur la manière d'avancer dans l'âge, tout ça. Enfin voilà.
Et vous, quel est votre rapport aux albums, justement, Alain Chamfort? Est-ce que vous écoutez encore des albums, ou même vous, votre rapport à la musique? Parce que vous parlez d'un public, vous dites les gens. Oui, Et les vous en gens, faites mais partie de ces gens. Oui, bien sûr. Vous aussi, vous streamez juste une chanson comme ça, et vous avez évolué aussi, vous êtes moins attaché à cet objet-là, en tant qu'auditeur. C'est un peu le cas, oui. C'est-à-dire que j'entends ce qui émerge, j'entends ce qui passe par moment à la radio. Finalement... Mais avant, c'était déjà ça, à la radio. C'était qu'une chanson qui passait, jamais la Oui. totalité d'un album. Oui, mais j'avais effectivement plus de curiosité, peut-être aussi, et peut-être plus de temps consacré à l'écoute des albums. Mais les albums même des gens que j'aime beaucoup, je les écoute, je vais les écouter comme ça une fois sur les plateformes, et puis après, je sélectionne la chanson qui me paraît la plus correspondre à ce que j'ai envie, et puis peut-être... Voilà, et c'est vrai que je dis pas que c'est une comment je veux dire, des qualités nouvelles. Je pense que malheureusement, on est obligé de s'adapter à ça. Puis tout est accéléré dans tous les domaines. Donc, ce temps dont on disposait, il est un peu plus restreint, et on écoute autrement. Mais vous semblez pas complètement le déplorer. Vous-même, vous vous êtes adapté à ça et vous aimez bien on s'adapte grappiller. un petit peu à tout, non? On est obligé un petit peu de suivre ce qui se passe. Non, mais on pourrait être résistant quand on est un musicien. On pourrait tenir à des pratiques, à écouter un album de A à Z, à engager le public à le faire comme ça. Ah oui, bien sûr. C'est une lourde tâche. J'ai peut-être d'autres centres d'intérêt que de m'occuper à ce genre de choses. Mais donc, effectivement, je suis d'accord avec vous. Je me laisse un petit peu entraîner par la tendance, quoi. Voilà. Sans trop résister. Vous avez pris du temps, Alain Chamfort, pour faire ce dernier album, ce 16e album, entre 3 et 4 ans de travail, pour nous raconter quelle histoire, justement, quelle est cette dernière histoire en 11 titres que vous voulez nous livrer pour cet album, L'Impermanence? On avait déjà évoqué sur l'album précédent qui s'appelait Le désordre des choses, cette rentrée dans une autre partie de ma vie, quoi, qui est celle de l'âge que j'ai actuellement, et par cette chanson qui s'appelait les micro-sillons, voilà, où c'était un petit peu cette manière de rapprocher les micro-sillons du vinyle avec ceux du visage qui se marquent petit à petit et qui racontent aussi une histoire. Et puisque c'était le dernier album, on s'est dit, poussons un petit peu dans cette thématique du temps, de ce qu'on devient, de ce qu'on observe autour de nous, de la manière dont on le regarde, et puis de laisser place quand même à de la lumière. Enfin, c'est pas un album sombre, c'est pas un album qui est uniquement dans les ténèbres, c'est un album qui laisse toujours de l'espoir et de l'envie et de la curiosité, voilà, que les choses continuent, quoi. C'est de l'alternance, c'est de l'impermanence, quoi. Il y a un titre qui ouvre cet album, c'est l'Apocalypse heureuse. Oui. Alors si on décrypte ce titre, effectivement, on a les deux facettes que vous venez de nous décrire, c'est-à-dire une fin, l'apocalypse, cette fin catastrophique annoncée, et en même temps vous nous dites qu'elle est heureuse. Donc voilà, il y a ces deux parties. C'est quoi? C'est une forme de tiraillement aussi qui y a au fond de vous dans cet album? Alors là, on parlait pas forcément de l'apocalypse en général, mais plutôt de sa propre apocalypse, c'est-à-dire sa fin, et essayer de l'aborder, effectivement, si c'est possible, hein, parce que ça reste une chanson et une idée, de l'envisager d'une manière extrêmement agréable, c'est-à-dire dans une espèce de départ comme ça, dans une jouissance totale et avec abandon. Enfin, voilà, donc c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux à tout le monde, et je le souhaite en premier, évidemment. Ne serait-ce qu'une fois, hélas, ne serait-ce qu'un instant fugace, les mains sales, les ongles pleins de crasse, aurais-je su toucher la grâce? Ne serait-ce même qu'en surface, avec le bout de la godasse, comme on
grâce. Aurais-je su toucher la grâce? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Aurais-je sans l'avoir cherché parler d'eux en parlant de moi? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Trouver la part d'humanité qu'on a tous indifféremment. Ne serait-ce Un deuxième extrait de votre album L'Impermanence, Alain Chamfort, avec ce titre intitulé La Grâce. Alain Chamfort, ce titre, La Grâce, il réunit autour de vous, et notamment dans un magnifique clip, plusieurs collègues, comment dire, hommes, femmes, auteurs, autrices, oui. Effectivement. Parce que d'abord, c'est une interrogation sur l'inspiration, comment un créateur arrive à créer simplement. Oui, et est-ce que sa création va toucher les gens? Est-ce qu'elle va les intéresser? Est-ce qu'elle va, voilà, c'est toujours une question qu'on est en mesure de se poser. Je suppose que les gens qui participent dans ce clip et qui ont répondu très gentiment à notre invitation observent le même principe, quoi, qu'on maîtrise pas trop. On est en train de chercher, on se met en disposition, on essaye de capter quelque chose qui nous serait inspiré, je ne sais pas par qui, en tout cas, voilà, il y a un espace comme ça et puis d'un seul coup, une petite idée arrive ou une petite mélodie et on sent qu'on est un petit peu ému parce qu'on entend. Voilà, et à partir de ce moment-là, on se dit, si moi, ça me produit cet effet-là, il y a peut-être une chance que ça se transmette aux autres. Voilà. Donc c'est la question de la chanson, quoi. À quel moment est-ce que vous, justement, prenez en compte le public? À quel moment dans cette composition, sur votre piano, face à votre piano, vous vous dites, voilà, là ça me plaît à moi, mais Ouais. est-ce que ça plaira à mon public? Est-ce que vous vous dites ça, d'ailleurs? Oh non. Non. je le souhaite, mais je me pose pas la question. À partir du moment où ça me correspond et ça me produit à moi une petite émotion, un petit frisson, quelque chose, je me dis, bon, il n'y a pas de raison que je sois le seul à qui ça le produise, mais je me pose pas la question de savoir comment les gens vont, enfin, en tout cas, d'intégrer cette notion-là avant de travailler ou pendant que je travaille, parce que sinon, c'est un puits sans fin, quoi. Comment savoir ce qui va plaire aux gens? J'ai aucune idée, quoi. Il y a Juliette Armanet dans ce clip, il y a Francis Cabrel, Véronique Sanson, Étienne Dao, le duo Souchon-Woolsey. Est-ce que entre artistes de la chanson française, si je me permets de vous réunir tous sous ce terme-là, c'est une question qu'on évoque, l'inspiration. Qu'est-ce qui, toi, t'inspire? Comment toi, tu crées? Est-ce que, comme ça, c'est des questions que vous arrivez à échanger entre vous? Oui, enfin, c'est assez impudique en même temps, donc il y a quelque chose de... Moi, je connais pas suffisamment bien ces gens pour me permettre de leur poser ce genre de questions. C'est des gens dont j'ai une forme d'admiration, j'aime beaucoup ce qu'ils font, je les ai croisés à plusieurs reprises, bien sûr, notamment Alain Souchon, parce que ça fait pas mal d'années qu'on se croise. Je sais qu'on s'apprécie, que humainement, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, mais bon, on n'a jamais passé du temps suffisamment pour évoquer ces questions qui sont effectivement un peu impudiques, quoi. Je sais qu'ils traversent les mêmes choses, les mêmes questionnements que moi, mais voilà. Mais en même temps, c'est une question que les journalistes peuvent vous poser régulièrement. Oui. Donc ça veut dire qu'on est d'une certaine manière assez impudique. On a envie de savoir, on a envie de comprendre comment ça se passe. Oui, mais en même temps, je dis, on ne sait pas trop. On n'a pas la réponse, quoi. La réponse est évidemment quand peut-être la chanson... les gens reviennent vers vous en vous disant j'aime beaucoup cette chanson, voilà. Et quelquefois c'est pas pour les raisons qui nous ont plu à nous, enfin qui nous ont. C'est particulier, vous savez. Il y a quelque chose comme ça d'assez
Là, je répète un peu les mêmes choses en ce moment parce que je fais la promotion, donc je tourne un peu On vous a pas partout. écouté ailleurs, nous. Ah bon, voilà. Mais la même chanson peut effectivement faire basculer la vie de quelqu'un à son écoute. Un autre va y rester totalement indifférent et un autre va trouver ça, ça va l'agresser, quoi. Il va dire, oh, qu'est-ce que... Voilà, donc vous lancez les ballons, comme dit Alain Souchon, et puis après, soit en fonction des sensibilités diverses des uns et des autres, ça les interroge, ça les touche ou pas, quoi. Et pourquoi vous parliez de pudeur vis-à-vis des autres artistes? Parce que Ah bah, c'est dire, par exemple, c'est honteux de dire qu'on peut être dans l'épreuve, dans la difficulté, ou pourquoi ça relève de la C'est pudeur? pas honteux, mais je pense que faut se connaître bien. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est des sujets dont je peux parler avec Pierre-Dominique Burgot, par exemple, qui est mon auteur, parce que on est très proches et puis on évoque beaucoup de choses qui nous interrogent, qui nous scandalisent. Enfin voilà, on commente, voilà, quotidiennement la vie, les informations, les choses. On échange beaucoup entre nous. Donc, ce qui amène à une espèce de connaissance de l'autre qui dépasse justement cette frontière de la pudeur. Mais quand on connaît pas très bien les gens, on sait qu'ils font appel au même processus. Donc, en gros, on connaît la même sensation, le même questionnement par rapport à ça. Bon, mais il faut déjà avoir l'occasion de se connaître un peu mieux avant d'évoquer ça, quoi. Alain Chamfort, l'impermanence, ça m'a fait aussi penser au renouvellement. Et en regardant ce dernier album, c'est 11 titres, on vous sent proche d'une jeune génération à qui vous faites appel pour évidemment proposer peut-être des choses nouvelles aussi. Alors il y a, je vais en citer quelques-uns, Benjamin Lebeau qui a travaillé avec vous sur les 2 premiers titres de l'album. Il y a Clément Ducol, Julien Delfaux, John Delgar et d'autres sur d'autres titres. J'ai l'impression que vous avez créé comme ça autour de vous, je sais pas, est-ce qu'on pourrait dire une sorte de famille musicale, en tout cas d'apporter, de faire venir des gens dans votre monde à vous? Bah oui, je trouve que c'est indispensable si on veut un peu évoluer soi-même, quoi. C'est-à-dire, c'est la rencontre avec les autres. Moi, je maîtrise pas tout. Il y a des choses que j'aime faire et que je sais faire, et d'autres que je préfère collaborer avec des gens dont c'est un peu plus la spécialité, notamment maintenant les notions de son, quoi, qui sont un peu attendues. Avant, je passais soit par un orchestrateur, un arrangeur, des choses comme ça. Bon, là, je l'ai fait aussi à travers Clément Ducol, que vous évoquiez tout à l'heure. Mais il arrive à un moment du parcours où déjà les bases sont quand même très, très installées. Après, je pense que le traitement du son aujourd'hui est différent de ce qu'il était il y a 15 ans. Enfin, chaque période apporte une manière différente de s'intéresser à certains aspects de la musique. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se sont un peu spécialisés dans des domaines aujourd'hui. On parlait de Benjamin Lebeau. Benjamin, c'est pas vraiment un musicien. Il n'a pas forcément la notion harmonique, etc. Mais en même temps, il a dans sa personnalité une manière d'aborder le son qui est plutôt rugueuse, qui est plutôt comme ça, un peu avec une certaine violence, avec une certaine... Et j'avais besoin aussi de faire appel à des gens comme lui, notamment au départ, je pensais qu'on ferait quasiment tout l'album ensemble. Après, ça n'a pas été possible parce qu'il était indisponible. Mais voilà, je trouvais que associer quelque chose d'un peu plus tendu, d'un peu plus âpre, un peu plus aigre à ma musique, lui évitait évidemment le côté surabondance de crème chantilly et de choses un peu douceâtres comme ça. Donc je préférais effectivement essayer de tordre un petit peu ma nature naturelle pour aborder. Je trouve que on peut pas sortir du contexte général dans lequel on est. Quand on écrit des chansons, on est aussi le récepteur des tensions externes, hein, de tout ce que on est abreuvé de toute la violence qui est autour de nous. Et donc, à un moment donné, il faut bien qu'elle s'inscrive quelque part dans votre proposition. On ne peut pas y être complètement protégé, quoi. Enfin,
Alain Chamfort, on vous a présenté souvent comme un des pionniers dans la musique. Vous parliez du son, justement, et des sonorités et des instruments nouveaux. Alors, je pense évidemment au synthé. Au moment du décollement de votre carrière, est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi toute une forme de recherche ou peut-être même je sais pas, pour parler plus prosaïquement, de formation continue. Voilà, vous allez piocher maintenant, vous, chez d'autres pour continuer à composer de manière moderne, de manière d'évoluer en tout cas avec la technologie aussi. Oui, oui, mais je crois que je l'ai toujours fait. C'est-à-dire que en les années 80, on découvrait les nouveaux synthés, les synthés polyphoniques, etc. Donc, soi-même, on s'y essayait, et puis les sons que ça provoquait, enfin voilà, qui en sortaient, les échantillons, tout ça nous permettait de. Manureva, par exemple, il y avait cette espèce de contre-chant qui était fait avec un synthé Korg, je ne sais plus quoi, et la chanson est née comme ça, avec des sons qui tenaient. Moi, au départ, je suis plutôt pianiste, quoi, donc je compose à base d'un piano. Les synthés ont amené une évolution déjà particulière. Après, il y a eu le Fairlight, qui était un espèce de sampler géant qui permettait d'orchestrer un petit peu tout, de faire les rythmiques à base de sons préenregistrés, voilà. Puis petit à petit, après, j'ai travaillé avec Wally Badarou, qui était un garçon d'origine béninoise et qui avait ça en lui, cette façon de travailler les rythmes africains avec justement les nouveaux synthés. Donc on a fait tout un album ensemble. J'ai toujours approché des gens parce que je connaissais mes limites et que j'avais besoin de m'associer à des spécialistes un petit peu dans leur domaine pour pouvoir aller au bout de ce que j'avais envie de faire, quoi. Oui, oui. Les midis de culture. Jusqu'à 13h30. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Un extrait d'un disque de 2016, le meilleur d'Alain Chamfort. C'est un remix de Manureva par le DJ français Yvan Smag. Vous n'avez pas eu peur, Alain Chamfort, de laisser la nouvelle génération et ceux notamment issus de la mouvance électro s'emparer de vos titres, notamment de ce très grand succès qu'a été Manureva en 1979, sorti du 45 tours, c'est plus d'1 million d'exemplaires vendus à l'époque. C'est vous qui avez parlé de cette chanson tout à l'heure. On avait envie de vous la faire écouter, évidemment, de la partager, mais ça veut dire aussi que on parlait d'impermanence tout à l'heure. Il y a quand même des titres qui sont permanents quasiment. Celui-là, par exemple. Oui, mais ils sont rejoués, vous voyez, par d'autres gens. Donc je trouve que ça sert à ça. Enfin, moi, au contraire, j'étais très heureux de leur laisser complètement la liberté totale de repartir sur les bases de mes chansons et de les entraîner ailleurs. La musique a toujours été faite pour être reprise, retravaillée. Enfin, on est tous inspirés par des gens qui nous ont influencés et notre propre musique va influencer d'autres. Enfin, moi, j'aime bien cette notion comme ça c'est juste un passage et on transmet, quoi, bien sûr. C'est un titre que vous reprenez, vous avez repris sur scène dans le spectacle que vous avez donné au début de l'année au Théâtre de l'Œuvre, le meilleur de moi-même, conversation musicale avec Alain Chamfort, et que vous reprendrez d'ailleurs à la rentrée de septembre, notamment au Festival de Marne. On aura l'occasion d'en reparler. C'est un spectacle où vous revenez justement sur votre carrière et sur les rencontres qui l'ont marqué. Si vous deviez choisir une rencontre, sans qui vous ne seriez pas là aujourd'hui, l'Alain Chamfort de 2024. Je pense que déjà, à mon avis, c'est celle avec Claude François, malgré tout. Parce que c'est lui qui m'a
j'avais décidé enfin, j'avais fait quelques expérimentations de chanteur avant. Ça me convenait pas du tout et j'étais sûr que c'était pas fait pour moi. Et donc, j'avais décidé d'arrêter vraiment tout essai dans ce sens-là, à chanter moi-même. Dans les années 60, du coup. Dans les années, fin des années 60, oui. Et puis, avec cette rencontre avec Claude François, pour lequel j'allais écrire des chansons. Enfin, c'était le but de notre rencontre. Et donc, j'ai écrivais des chansons vraiment avec tout ce qu'il voulait, des chansons très formatées, etc. Et jusqu'au jour où il en a chanté quelques-unes, très peu. Puis un jour, il m'a dit, mais tu devrais les chanter toi-même. Et j'avais gardé une si mauvaise expérience de chanteur que je voulais pas. Mais dans son environnement, il était très persuasif. Et puis, voyant tout ça briller, les vestes à paillettes, la danse, tout ça, les grosses voitures américaines, une espèce de ce monde dans lequel il était, c'était quand même assez fascinant, quoi. Et je me suis dit, tiens, après tout, puisqu'il me le propose et qu'il va faire en sorte que pouvoir m'aider, quoi. En gros, pourquoi pas, voilà, me lancer dans cette histoire et voir. J'y croyais pas trop, mais j'avais du mal à refuser, quoi. Voilà, en gros. Et il a voulu changer mon nom, ce qui me convenait parce que j'avais pas envie qu'on refasse un peu le lien avec le chanteur précédent. Et j'avais pas mis de photo sur ma première pochette de 45 tours. Je voulais faire presque de manière anonyme. Et puis finalement, grâce à lui, effectivement, ça a marché parce qu'il mettait tout son... Voilà, de ses relations, son poids de vedette, etc. dans l'histoire, et ça m'a permis d'avoir des succès rapidement, quoi. Qu'est-ce qui vous avait pas plu avant dans votre expérience de chanteur? C'est d'être confronté à la promotion, notamment. Et puis surtout... comme ça, comme maintenant, en fait. Oui, à peu près. Non, mais surtout à l'époque, j'étais vraiment dans des chansons qui marchaient pas. Et qui vous plaisaient pas? Et qui me plaisaient qu'à moitié. Je démarrais, je savais pas trop ce que j'avais envie de faire ou pas. Vous voyez, c'est quand on démarre, on cherche, quoi. On n'a aucune conviction en rien. Et c'était aussi sur la proposition de Dick Rivers à l'époque. C'était pas une volonté personnelle de me lancer dans la chanson. Donc bon, Rivers me le propose pendant mai 68. Après tout, pourquoi pas. Voilà, j'étais un peu influençable, sans trop savoir ce que je voulais et tout. Donc je me suis lancé là-dedans. Puis mon disque sortant, je me retrouvais à devoir chanter en playback comme ça sur des émissions au milieu de gens connus. Moi, j'étais complètement inconnu. J'étais timide. J'avais pas du tout confiance en moi. Je chantais des trucs qui intéressaient personne. Enfin, puis je me trouvais devant Philippe Bouvard qui se foutait de moi. Enfin, c'était horrible, quoi. C'était un truc. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai accepté de faire tout ce truc-là alors que j'étais bien en tant que musicien derrière des gens et j'étais tranquille, quoi. Voilà. Donc, une fois que j'ai compris que c'était pas fait pour moi, j'avais plus envie du tout de me retrouver face à ce genre de situation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression, Alain Chamfort, que vous avez été chanteur malgré vous. Un petit peu, oui. Je dois vous dire franchement, oui, c'est un peu ça. Moi, j'étais choriste à une époque. Je chantais les bonnes notes parce que j'étais choriste, j'étais musicien, donc je savais. Vous aviez l'oreille. J'avais la bonne oreille pour chanter juste. L'idée d'être en première ligne et de défendre les choses comme ça face au public, et voilà, ça me paraissait pas être dans ma nature première, quoi. J'ai besoin d'être un peu à l'écart, quoi. Alors, qu'est-ce qui vous a plu? Comment vous avez dit, à quel moment? Voilà. Alors, évidemment, quand le succès. Voilà, en fait, le succès vous a quand même plu. Oui, évidemment. D'un seul coup, ça change le rapport aux gens, la façon dont ils vous reçoivent. Ils vous reçoivent avec un sourire. Vous arrivez dans une émission, la chanson est connue, elle passe à la radio. C'est flatteur. Ça met une espèce de confiance, quoi. Donc, c'est un peu différent. On a l'impression de pas être complètement perdu, mais au contraire, d'avoir une espèce de reconnaissance. Donc c'est plutôt l'extérieur qui vous a entraîné, qui vous a validé. Mais moi, je pensais que vous alliez dire, Alain Chamfort, ce qui m'a conforté, c'est qu'un jour, j'ai chanté une chanson où je me suis sentie moi-même. Je me dis que j'étais à la bonne place. Oui, c'est arrivé beaucoup plus tard, ça, oui. Oui, petit à petit, c'est-à-dire que toute cette période chez Claude François, je chantais des chansons qui étaient conçues pour lui, qui étaient écrites pour lui. Donc, à la fois, j'étais content d'avoir du succès, d'avoir des fans et tout ça. C'était agréable, je vais pas me plaindre, et de pouvoir en vivre, etc. Donc, et puis, petit à petit, on se dit, mais oui, mais tout ça, ce succès, il est au rendez-vous de quelque chose qui correspond qu'à moitié, quoi. Il faut que j'arrive à un moment donné à mettre en phase ce que je suis et ce que je chante.
Voilà, donc ça a été la deuxième partie quand j'ai quitté Claude et que j'ai approché Gainsbourg en me disant peut-être que ça va être avec lui. Bon, c'était pas avec lui, mais ça m'a permis quand même de passer à autre chose. Voilà, on tâtonne, on recherche, on fait des essais infructueux, puis d'autres qui, par exemple, la rencontre avec Gainsbourg m'a quand même permis de faire Manureva. Donc ça a été une autre étape, d'un autre succès un peu plus voilà, plus populaire, plus global en plus. C'est-à-dire que c'était à la fois une chanson qui était populaire, mais qui avait aussi quelque chose de moderne, il y avait une proposition artistique. C'était en phase avec l'époque. Il y avait quelque chose qui me mettait avec une reconnaissance un peu plus, oui, de musical, un peu plus reconnu par des gens qui avaient du goût. Enfin, ça me permettait de me sentir plus à ma place, quoi. Oui. Et là, vous vous sentez à votre place? Oui, quand même. Oui. Je sais pas, peut-être qu'on se cherche toujours, hein, même. Non, même bien après. sûr, je vais pas dire que mais non, je me sens à ma place parce que j'ai fait un répertoire qui me correspond avec le temps. Voilà, tous ces albums, on arrive au 16e, l'album final, mais il y en a eu 15 avant qui m'ont permis comme ça de cheminer et de trouver petit à petit qui j'étais, de l'exprimer en étant le plus justement possible précis, et puis d'avoir être un peu dans quelque chose d'un peu intime, quoi. Moi, je suis pas un chanteur de grande salle, je suis un chanteur de l'intimité, un peu confidentiel, tout ça, mais voilà, je pense que oui, j'ai trouvé ma place maintenant. Cette intimité, Alain Chamfort, elle vient aussi des relations que vous avez nouées avec vos paroliers. Vous, Oui. C'est la musique, vous composez devant le piano et puis vous échangez beaucoup. Alors, vous l'avez dit d'abord avec Serge Gainsbourg, puis Jacques Duval, qui a été longtemps votre parolier. Et aujourd'hui, Pierre-Dominique Burgot, vous en avez parlé tout à l'heure, puisqu'il a écrit les titres, donc les paroles des textes de ce dernier album. Quelle est la relation qu'on crée avec un parolier? Jacques Duval, ça a duré de très nombreuses années. C'est un peu le hasard, finalement. C'est des rencontres un peu magiques comme ça qui ça aurait pu ne pas fonctionner. Je sais pas comment vous dire, parce que Jacques, il avait une personnalité un peu loin de la mienne dans un premier temps. Il était quelqu'un qui se protégeait beaucoup, qui était un peu froid, qui était un peu distant et tout. Moi, qui suis aussi un peu introverti, bon, bah, ça a mis du temps, puis rien n'allait, la promesse qu'on se rencontre et qu'on se découvre et qu'on s'apprécie, bon, bah, elle était pas garantie, quoi. Donc voilà, mais malgré tout, les choses se sont positionnées comme ça, se sont mises en place comme ça, et on s'est apprécié, et on s'est rencontré, et on s'est aimé, et puis voilà, enfin, il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre de l'indicible, et qui a été la même chose aussi avec Pierre-Dominique. Voilà, mais avec Pierre-Dominique, on est un peu plus proche que je n'étais de Jacques dans un premier temps. Oui. Cette proximité, elle est très importante, parce que vous êtes vous sur scène, et c'est vous qui chantez les mots de quelqu'un d'autre, Alain Chamfort. Donc ça, c'est indispensable. Oui, mais les mots de quelqu'un d'autre qui ont été écrits pour vous, quoi. Donc, il faut vraiment que ces gens aient une compréhension de ce que je suis, de la manière comment je peux dire les choses aussi. Je veux dire, parce que je ne dis pas la même chose que quand on fait une chanson pour Johnny ou pour Alain Chamfort. C'est une manière, c'est un vocabulaire différent. On tient compte de ce qu'il est, de sa manière comme ça d'être un petit peu suspendu, de ne pas affirmer les choses, mais de les proposer. Donc, chaque mot du vocabulaire est précis et doit correspondre à ce que je suis. Et d'ailleurs, quand il me propose des textes, que ce fut Jacques pendant une longue période ou Pierre-Dominique maintenant, je crois qu'ils ont en eux cette capacité de déceler et d'être assez attentif à ce que je suis pour éviter de me proposer des choses complètement hors de mon champ, quoi. Il y a des textes que vous avez refusés, j'imagine? Oui, bien sûr, mais bon, ça reste anecdotique. Et puis, c'est surtout ceux que j'ai retenus qui sont importants, quoi. Avec une marge de manœuvre de négociation aussi, dans ce travail, s'il y a des mots qui vous plaisent pas, une façon de dire, vous avez la possibilité... Ah bah heureusement, oui, ce sont des gens qui sont ouverts, qui sont pas obtus, et qui ont aussi envie de comprendre davantage. Donc, plus je vais aussi effectivement donner de révéler des informations sur moi en refusant par exemple un mot, bah ça leur donne
une autre information et ils peuvent en tenir compte pour l'avenir, quoi. Est-ce que vous montez sur scène aujourd'hui encore avec cette peur de vous dévoiler devant le public, de mettre en avant une personnalité plutôt réservée? Vous avez parlé tout à l'heure d'être anonymisé par les décors, les costumes. Aujourd'hui, c'est Alain Chamfort plus épuré qui est sur scène depuis de nombreuses années. Mais est-ce qu'il y a toujours cette idée de « je vais me dévoiler » jusqu'à quel point? Non, je pense que ce gros travail, il a été petit à petit en faisant les pianos-voix, parce que c'était justement dépouillé des orchestrations, des décors, de tout ça, dans lesquels je me cachais un petit peu dans les premiers temps. Et ça a été une bonne analyse pour moi. Enfin, c'était une manière de me découvrir aussi, petit à petit, de savoir repousser un petit peu les limites de ce que je sentais impossible. Elles se sont... au contraire, j'avais l'impression de trouver une place comme ça, avec une sorte d'honnêteté par rapport aux gens, au public, et de ne pas cacher, d'être en recherche d'une certaine vérité quand on est sur scène, et d'être authentique, et de considérer que ça fait partie des choses qui intéressent les gens, quoi. Et vous le voyez, notamment dans ce spectacle, le meilleur de moi-même, que vous continuez d'intéresser les gens, que les gens viennent vous rendre aussi peut-être ce que vous avez donné durant toutes ces années? Certainement que les gens, à partir du moment où ils viennent, c'est que ça les intéresse, quoi. Et c'est aussi nous en tant que chanteurs, on sait qu'on n'a pas affaire à des gens hostiles face à nous, puisqu'ils ont choisi de venir, de passer du temps. C'est certainement parce qu'au départ, ils vous aiment bien, quoi. Donc c'est quand même, voilà, c'est un moment où les choses sont plutôt douces, quoi. On est plutôt heureux d'être face les uns aux autres et d'échanger et de passer un moment et de se dire qu'on s'apprécie mutuellement. Ouais. Le meilleur de moi-même, le spectacle de et avec Alain Chamfort sera de retour au mois de septembre, le 28 septembre au Festival de Marne. Et puis on découvre effectivement votre album Alain Chamfort, L'Impermanence. Vous serez notamment au Point éphémère à Paris le 6 juin, c'est déjà complet. Vous y serez aussi en décembre à Paris, au Trianon donc. Et puis on met toutes les autres dates évidemment sur le site de France Culture à la page de l'émission. Pour finir, Alain Chamfort, nous avons choisi 2 chansons écoutées par vos parents. J'espère que c'est les bonnes. Maman, Papa de Brassens et Patachou ou Les cloches de Corneville. C'est une opérette de Robert Planquette. Laquelle des deux souhaitez-vous écouter? Alors moi j'étais plus sensible à Papa Maman, parce que c'était une chanson qui me touchait quand j'étais enfant. Les cloches de Corneville, bon, écoutez. Alors Papa Maman. Si vous voulez, oui, je préfère. Ouais. Maman, maman, en faisant cette chanson, maman, maman, je redeviens petit garçon. Alors je suis sage en classe et pour te faire plaisir, j'obtiens les meilleures places. Ton désir, maman, maman, je préfère à mes jeux fous, maman, maman, demeurer sur tes genoux et sans un mot dire entendre tes refrains charmants. Maman, 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 maman. Papa, papa, en faisant cette chanson, papa, papa, je redeviens petit garçon et je t'entends sous l'orage user tout ton humour pour redonner du courage à nos cœurs lourds. Papa, papa, il n'y eut pas entre nous, papa, papa, de tendresse ou de mots doux. Pourtant on s'aimait bien qu'on ne se l'avoua pas. Papa, 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 papa. Voilà, c'était pour vous. Merci. Alain Chamfort, Brassens et Patachou. Maman, papa, merci d'être venu dans les Midis de Culture, une émission préparée par Aïssatou Hendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. C'est Nicolas Berger qui réalise ce midi l'émission et la prise de son, Anthony Thomasson. Merci Géraldine. À demain, Nicolas, demain. merci à vous.